À la une, 83,33% d'admis au CPE à l'entrée en 6e 2016, soit 360 549 candidats admis. La proclamation officielle des résultats a eu lieu ce matin. Ce sera au tour des établissements scolaires en début d'après-midi. 22e jour du mois de jeûne musulman, les beignets de mil et de haricots ont autant de succès qu'au premier jour. Ils sont très prisés en cela qu'ils servent à la rupture du jeûne, prisés pour leur goût et aussi pour leur valeur nutritive. Deux morts et 84 blessés, bilan d'une explosion hier dans la capitale malgache lors d'un concert gratuit à l'occasion de la fête de l'indépendance. Aucune revendication, mais la gendarmerie parle d'actes terroristes. Nous sommes lundi 27 juin. Bonjour et bienvenue à tous dans ce point de l'actualité. Merci d'être sur RTI 1. CPE est entré en 6e 2016, 83,33% d'admis contre 82,12% l'année dernière. Soit sur plus de 44 000 candidats, ils sont 360 549 à avoir décroché le précieux sésame. Les résultats ont été officiellement proclamés ce matin par le ministère de l'Éducation nationale. Ils seront disponibles en début d'après-midi dans les différents établissements. Dans un an, une école va ouvrir ses portes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ce sera une école panafricaine dédiée à la culture de la paix. Les experts consultants africains chargés de la mise en œuvre du projet ont validé les études de faisabilité. Léon Bro. Un an pour l'ouverture de l'école panafricaine de la culture de la paix ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, le temps pour l'UNESCO et la Côte d'Ivoire d'opérer les derniers réglages avec les autres partenaires. Cette école va former à la démocratie, la gouvernance, la solidarité, l'interculturalité, l'équité, l'inclusion, etc. seront prises en compte, entre autres, la culture et le savoir-faire africain, les travaux et publications d'organisations comme l'Union africaine. Quelques orientations de l'atelier de validation de l'étude de faisabilité de l'école panafricaine de la culture de la paix. Il s'agit surtout que l'on puisse s'adresser aux hommes et aux femmes qui ont pouvoir de décision, qui ont pouvoir d'entraîner les opinions, pour faire en sorte que leur exemple de vie, leur manière d'être, leurs paroles aussi puissent entraîner dans le sillage d'autres personnes, d'autres femmes, à des comportements, à des attitudes de paix. Objectif, une Afrique de paix et de sécurité, raison pour la Côte d'Ivoire et l'UNESCO d'adhérer au mode de fonctionnement et de financement du centre. Il y a déjà un engagement financier pour la réalisation de l'étude, un engagement technique avec nos experts et ce même type d'engagement va continuer. Il y a des centres, il y a des institutions qui travaillent dans le même domaine. Nous allons les amener avec nous pour qu'ils soient nos partenaires privilégiés. L'État de Côte d'Ivoire a déjà apporté une contribution. Déjà pour le financement de cette étude de faisabilité. Monsieur le Premier ministre, dans son discours, a indiqué que l'État prendra toute sa place. Il s'agit d'un appui à la fois diplomatique, à la fois politique et certainement financier. Toujours selon les intellectuels, le futur centre va mettre un point d'honneur sur la culture de la paix selon la vision de l'UNESCO et l'ONU, à savoir que les conflits naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que se développent les solutions aux conflits. La direction de la microfinance lance un portail internet. L'adresse microfinance.trésor.gouv.ci renferme toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre ce secteur. Les acteurs et les usagers peuvent notamment y trouver la liste des structures agréées, les textes légaux et réglementaires qui régissent les microfinances en Côte d'Ivoire. Landry Pono. Les Ivoiriens épargnent de plus en plus. Aujourd'hui, en effet, pas besoin d'être d'un niveau social privilégié pour économiser. Le secteur de la microfinance permet aux personnes à revenus réduits de le faire et même d'avoir recours au crédit. Un secteur en pleine expansion, selon les chiffres de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. 60 milliards de francs CFA d'épargne en 2005 contre plus de 175 milliards au 31 décembre 2015. Pareil pour les crédits. 28 milliards de francs CFA en 2010 contre 138 milliards de crédits en fin d'année 2015.
Cependant, tout le monde ne semble pas enthousiaste face à cette ruée vers l'épargne et le crédit. Il y a fait aussi, mais ils sont partis à mon agent. Il a fait un truc de 150 000, ils sont partis à ça. Bon, je n'ai plus confiance. Il a fait plus arrêter. Le cas de Dame Kouadio n'est pas isolé. Consciente du danger encouru par les populations, la direction de la microfinance, démembrement de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, multiplie les actions pour réguler le secteur. Elle met à cet effet un portail Internet à disposition des acteurs et usagers en vue de diffuser, mais également recueillir des informations. Il y a une lucarne qui est prévue à cet effet où on peut nous écrire pour poser des questions, prendre des rendez-vous au besoin et même diffuser des informations si on souhaite que ce site soit un canal de transmission d'informations pertinentes pour le secteur d'activité. Le portail Internet de la direction de la microfinance rencontre l'adhésion des structures agréées qui y voient un outil de certification de leur travail. La liste des structures autorisées à exercer, les points de service, les données statistiques et les rapports périodiques de suivi du secteur de la microfinance sont entre autres des informations disponibles sur ce portail Internet. Cette même logique de disponibilité de l'information, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public s'emploie à rendre plus visible ses missions. Elle a convié des organisations de la société civile à un séminaire d'approbation de la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Roger Hamon, Hermaniamien. Le droit des personnes d'accéder aux informations et aux documents détenus par l'administration et l'obligation pour celle-ci de les communiquer constituent des principes qui sont désormais universellement reconnus comme découlant d'un droit fondamental, le droit à l'information. Auparavant, il y avait évidemment la culture du secret de l'information et il y a des lois de la fonction publique qui interdisaient à certains agents de divulguer des informations. Bien que consacré par la Constitution ivoirienne, dans la pratique, l'égal accès des citoyens à l'information n'est pas totalement garanti. C'est donc pour faciliter l'accès aux informations d'intérêt public aux populations que l'État a créé la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, le 23 décembre 2013. En initiant ce séminaire au profit des organisations de la société civile, précisément les associations de consommateurs et organisations syndicales, la KIDP veut les sensibiliser sur le contenu de la loi relative à l'accès à l'information publique afin qu'elle contribue à leur tour à sa vulgarisation. Nous demandons aux usagers, à la population, de faire la requête, de demander les informations. Comme documents qu'on peut communiquer, il y a les procès-verbaux, les notes circulaires, les bilans. Soutien détaillé aux actions de la KIDP, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, qui souligne que l'accès à l'information d'intérêt public contribue à la bonne gouvernance. L'accès à l'information est un droit. Donc accompagner la KIDP pour nous dans la vulgarisation de l'accès à l'information d'intérêt public, c'est de participer à la démocratisation de la Côte d'Ivoire et amener tous les citoyens à pouvoir décider d'eux-mêmes. Composée de 12 membres, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, depuis sa création, a animé divers séminaires et ateliers sur la thématique de l'accès à l'information. Hier, 26 juin, date de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Ici en Côte d'Ivoire, la Croix-Bleue, structure de prise en charge des toxicomanes, enregistre chaque année 700 consommateurs de drogue. Qu'est-ce qui pousse à la consommation de la drogue? Comment en sortir? Un addictologue répond à ces questions. C'est un sujet de Ami Sissoko. Selon la Croix-Bleue, il n'y a pas de chiffre exact sur le nombre de consommateurs de drogue en Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, cette structure internationale de prise en charge des toxicomanes reçoit 600 à 700 patients par an, la plupart des adolescents. Le témoignage d'une consommatrice qui a réussi à sortir de la dépendance de la drogue. Sans savoir ce que ça faisait, j'ai fumé puisque je fumais la cigarette. Je suis restée là-dedans pendant 15 ans. Ça a eu un impact vraiment sur ma vie parce que j'ai arrêté l'école en première pour ça. Le conseil que je peux donner aux jeunes filles, c'est de ne jamais essayer la drogue. La drogue, ce sont des substances liquides, gazeuses, qui peuvent être artificielles ou naturelles, qui ont pour effet de modifier le fonctionnement du cerveau. Il y a un type de patients que nous recevons le plus, ce sont les adolescents. Ils nous disent que
Déjà, ils sont abordés dans les écoles, sur le chemin de l'école, dans les quartiers, par des individus qu'on ne connaît pas, qui leur proposent de la drogue gratuitement. Nous recevons à peu près 80 patients usagers de drogue par semaine. L'addiction aux drogues a d'énormes conséquences sur la santé, en passant aussi par les violences et la pauvreté qu'elle entraîne. Les enfants à la toxicomanie sortent en général de ces familles à problème. L'usage de drogue met en péril notre sécurité. Et cela peut aller depuis la violence conjugale jusqu'aux guerres fratricides. La question des drogues peut également affecter l'économie. Il y a des drogues qui coûtent extrêmement cher, comme la cocaïne, dans lesquelles, pour la consommation, l'individu avoisine 20 à 25 000 francs CFA jour. Pour aider les toxicomanes à sortir de cette dépendance, des associations telles que la Croix-Bleue ou les ONG comme Médecins du Monde proposent des prises en charge psychologiques et médicales. Mais avant tout, la famille doit être le soutien primordial. Tant qu'on ne regarde pas la chose en vis-à-vis, tant qu'on a des préjugés, tant qu'on a des mythes sur la question, on ne peut pas évoluer. Et après, de façon plus précise, ce sont les familles qui doivent assurer leur rôle d'éducatrice des enfants. Les consommateurs de drogues sont une population vulnérable exposée à de nombreuses maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales. L'alcool et le tabac font aussi partie des drogues. Le village de Gbakro, au cœur de la région de Lifou, vient d'être doté d'une case communautaire de santé. Pour un coût de 3 millions de nos francs, elle est équipée en matériel biomédical de première nécessité. Le reportage de Soro Corona est commenté par Léon Pro. Gbakro, village du département de Prikro. Aucune structure sanitaire pour plus de 3000 âmes. Se soigner donc un véritable parcours du combattant. 12 km pour se rendre au centre de santé le plus proche, à Prikro. On n'a pas de route. Vraiment, ça nous fatigue même. On n'a pas de camion ici. Comment on va faire pour arriver à l'hôpital? On a un problème. C'est pas tout le monde qui a des motos. On n'a pas de voiture. Souvent, la personne qui a moto aussi n'est pas en place. Il faut aller le chercher d'abord. On préfère avoir notre propre centre de santé, pour que nos besoins puissent se passer facilement. Cette chose, la voici, cette case de santé communautaire qui reçoit du matériel biomédical de première nécessité. Valeur de l'équipement, plus de 3 millions de francs CFA, un geste de Namelese Kwasi Ali, cadre de Prikro, pour aider à améliorer les conditions de vie des populations de Gbakro. Il n'y a aucun moyen de santé, ils sont venus se déplacer sur de longues distances. Et donc nous sommes allés leur donner l'occasion d'avoir une case de santé où se soigner, un centre de santé où se soigner. Nous sommes allés donner le matériel, les médicaments pour qu'ils puissent se soigner. Les populations saluent ce don de Namelese Kwasi Ali. Il va permettre, selon elle, de régler sur place les questions de santé et vaquer sereinement à leurs activités. Voilà donc que cette case de santé ouvre la voie à l'accès aux soins de qualité à Gbakro. Ce village reste tout de même confronté à d'autres difficultés. Eau potable, électricité, insuffisante capacité d'accueil de la seule école primaire. Dans le monde, ce sont au moins une femme sur 3 qui sont victimes de violences basées sur le genre. En Côte d'Ivoire, la plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre renforce les capacités de ses membres, notamment sur la prise en charge des victimes et les actions de sensibilisation et de prévention. Direction Yamsokro avec Kwadio Kwame. Les violences basées sur le genre constituent une violation grave des droits humains. L'analyse de la situation du ministère des tutelles indique que 846 cas de violences sexuelles ont été enregistrés dans les formations sanitaires des régions du centre, du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2007. L'excision concerne 2 femmes sur 5 et seulement 5,5% des survivantes aux violences ont bénéficié de prise en charge. 40,7% des survivantes ont reçu une assistance pour leur prise en charge psychologique et 11,1% pour l'assistance médicale. La plateforme de lutte contre les VBG de la zone de couverture du bureau UNFPA de Yamoussoukro renforce les capacités des membres sur le système de coordination des activités des VBG en nombre sans cesse croissant. Dans le département de Bois-Fleuve, au premier trimestre, on a eu plus d'une dizaine. Au deuxième trimestre, on se retrouve à 17 cas. Ce qui est vraiment alarmant, c'est les cas de viol. Par exemple,
où nous avons plus d'une dizaine de cas de viol pour le trimestre écoulé. Les travailleurs sociaux, les acteurs du domaine juridique et judiciaire et la société civile bénéficieront de notions sur la psychologie sociale, juridique et la gestion des cas. Pour le système des Nations Unies, accompagnateur technique et financier, le domaine juridique et judiciaire constitue le maillon faible de la prise en charge, avec l'inexistence des données réelles et fiables. La formation de 3 jours relèvera à coup sûr le niveau de connaissance des participants et offrira une prise en charge de qualité aux victimes des VBG. Des acteurs désormais capables de développer des actions de sensibilisation et de prévention. Dans le domaine de la gestion des ordures ménagères, les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au métier de pré-collecteur. Mais ils rencontrent souvent des difficultés, notamment dans les relations avec les clients. Herman Guivet nous retrace une journée type d'un pré-collecteur d'ordures ménagères. Abidjan, quartier résidentiel de la Riviera Palmeraie. Il est 9 h du matin, alors que la pluie et le soleil se disputent la couleur du temps. Nous retrouvons Marius, pré-collecteur d'ordures ménagères, un jeune Ivoirien âgé de 30 ans, avec lui 2 autres compagnons. Son activité, il l'a entamée avec de modestes moyens, une brouette, une pelle, un râteau. Aujourd'hui, Marius a une moto-tricycle avec laquelle il parcourt les rues de la ville d'Abidjan. La journée commence plutôt mal pour le jeune homme. Un problème mécanique avec sa moto-tricycle. Un tour de clé sous le regard curieux des précollecteurs et le travail peut enfin commencer. En Côte d'Ivoire, il existe des entreprises spécialisées dans le ramassage des ordures ménagères. Dans la chaîne de ramassage de ces ordures, les précollecteurs qui essaient avec leurs moyens de débarrasser la capitale ivoirienne de ces ordures ménagères. Première cible de nos précollecteurs, cette niche située au pied de ce grand bâtiment. Il faut faire vite. Marius et ses compagnons utilisent des gants de protection. Quand il arrive dans des bâtiments où il n'existe pas de niche, Marius fait du porte-à-porte. Des rapports avec les locataires qui sont souvent tendus, le ton monte, les disputes éclatent. Les ordures traînent tout le temps là, personne ne veut les ramasser. Et puis après, vous arrivez, vous vous dites que c'est comment ça. Bon, souvent, on a des problèmes de matériel. Oui. À chaque fois, ça tombe en panne. Souvent, il y a un manque de carburant. C'est tout ça qui fait que nous, on ne vient pas ramasser les ordures. Non, ce n'est pas contre tout cela. C'est à vous de vous organiser. Nous, de SACEL, vous nous donnez un tarif. Nous, on paye. À vous de vous débrouiller pour ramasser. Nous, ça nous pose un véritable problème de santé. Certains locataires refusent de payer leurs dus et les raisons sont multiples. Ce n'est pas normal qu'on puisse payer les ordures ménagères sur nos factures et les camions de ramassage ne puissent pas les ramasser. On est encore obligé de payer le collecteur pour venir ramasser les ordures. Ceux-ci aussi ne viennent pas régulièrement. Les poubelles là, ça reste là, ça dure là. On paye, ils ne viennent pas. Une fois, les voitures de ramassage là viennent. Tantôt, les résidents ne payent pas. Tantôt, il y en a qui payent. Donc, ce n'est pas à qui l'heureux. Accusé de ne pas faire correctement son travail, le jeune homme se défend. Quand on vient encaisser des clients et disent que non, nous on ne fait pas notre travail. Pourtant, on se réveille très tôt le matin, on reste là à travailler jusqu'à tard dans la nuit. Il y a certains qui refusent totalement même de payer et disent que non, c'est l'État qui vient ramasser avec les gros camions. Bon, que c'est marqué aussi sur les factures. À cet endroit, il y avait une niche où étaient déversées les ordures de ce bâtiment. La niche a été détruite par les résidents. Raison évoquée, le risque élevé de maladies suite au non-enlèvement des ordures ménagères. Avec les enfants qui vivent avec chaque famille, il y a des maladies comme le paludisme. À quelques mètres de ce bâtiment, des agents d'une société de collecte d'ordures sont à la tâche. On travaille pour que Abidjan soit propre. Partout, il y a les ordures, nous passons et ramassons. Nous retrouvons notre précollecteur. Aucun compromis ne sera finalement trouvé. Entre colère des résidents et justification du précollecteur, le résultat est là. Marius vient de perdre l'un de ses marchés. Une journée plutôt difficile pour notre précollecteur. Malgré les problèmes qu'il rencontre au quotidien, Marius garde le moral haut. Lui qui a vu dans ces tas d'immondices une véritable mine d'or à explorer, à exploiter. Comme le dit le dicton, à chaque jour suffit sa peine.
Le travail est loin d'être terminé pour la journée. D'autres bâtiments attendent d'être visités par ces combattants de l'insalubrité. Un mot de religion, les musulmans ont entamé les 10 derniers jours du Ramadan, le mois de jeûne. Une période caractérisée par le renforcement de la prière. Et ce mois de Ramadan a vu fleurir de nombreux petits commerces, notamment celui des beignets de mil et de haricots qui servent à la rupture du jeûne. Ami Sissoko a rencontré ces vendeuses de beignets du Ramadan. Son reportage. Pas de Ramadan sans galette de mil, de riz ou de haricots. Des mets prisés pour la rupture du jeûne. Alors, à la faveur du Ramadan, beaucoup de femmes s'adonnent à la vente de galettes faites à base de mil, de riz ou de haricots, communément appelées momi, soso-froufrou ou gaou. Pendant le mois de carême, on vend les galettes. C'est seulement pendant le mois de carême. C'est pendant le mois de carême, la demande est plus forte. L'activité spéciale Ramadan marche bien. Des commerçantes en profitent pour se reconvertir juste le temps du jeûne musulman en vendeuse de momi ou de gaou. C'est le cas de Mata. Avant ça, on vendait à Teke. C'est carême fini, on reprend encore. Quant aux habituelles vendeuses de ces galettes, c'est l'occasion de miser sur la quantité et la qualité. On a l'habitude de vendre ça. Mais c'est dans le mois de Ramadan, on fait plus. Les jours ordinaires, on vend de 10 à 15 kilos. Pour le Ramadan, on fait 30 kilos. Les gens aiment ça parce que c'est propre, c'est doux, c'est bien fait. Il n'y a jamais un client qui s'est plaint parce qu'il y avait du sable dedans. Ça marche très bien. Momi, soso froufrou ou gaou, il y en a pour toutes les bourses. Chaque client a sa préférence. Alors, avant la rupture du jeûne, on se bouscule devant la table des vendeuses. Je suis venu prendre des momis pour la rupture pour les musulmans et puis pour mes petits frères. C'est bon à manger, c'est doux. Les beignets de haricots, c'est quand je prends, j'ai l'impression que c'est un laxatif. Moi, quand on mange aussi, il faut savoir arrêter. C'est mou les galettes de haricots là. À part ça, je ne peux pas prendre autre chose pour rompre les gènes. Souvent même, on fait des pâtes de bœuf avec les sauces là. On mange avec. Les galettes à base de mil ou de haricots, ce n'est pas seulement une affaire de faire plaisir au palais. Ses valeurs nutritionnelles sont aussi réelles. Le haricot blanc est riche en phosphore, est riche en fer, est riche en magnésium, aussi riche en vitamines du groupe B. Comme le haricot, le mil aussi est très riche en calcium, en magnésium, en fer. Le mil est très riche en zinc. Le mil contient des substances non négligeables en phénol, qui est un antioxydant. Cela permet de rajeunir le corps. Les galettes à base de mil ou de haricots, ces denrées alimentaires qui font le bonheur des jeûneurs se retrouvent à tous les coins de rue. Et comme ce commerce fait recette, il faut préparer la relève. Bel exemple ici avec la petite Amal. À Toumaudi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, les feux de brousse font d'énormes dégâts cette année. Les producteurs de café et de cacao sinistrés viennent de bénéficier du soutien du Conseil Café-Cacao. Ils ont reçu des vivres et ils ont été enseignés sur les bonnes pratiques pour éviter les feux de brousse à l'avenir. Soro Corona et Charles Tatou. Plus de 700 hectares de cultures de rente et vivrières ravagés par les feux de brousse cette année. Toujours selon les données de l'administration forestière, ces feux ont même touché les zones forestières. Des dégâts estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Les producteurs de café et de cacao du département de Toumaudi n'ont pas été épargnés. Ces plantations constituent la seule source de revenus pour ces populations. Il y a un monsieur qui a nettoyé son champ quand il a brûlé et puis il a laissé le feu. Il est venu. J'ai un enfant qui a une grande école à Boaké. J'ai ma fille qui va en première cette année. Je me demande moi-même comment est-ce que je vais faire pour pouvoir faire partie de ces enfants à l'école cette année. Le Conseil du café et cacao vient d'apporter un appui alimentaire à ces victimes des feux de brousse. C'est l'esplanade de la sous-préfecture de la localité qui a servi de cadre à la remise de ces dons. Un geste hautement apprécié par les producteurs. Je suis très content. Ça va nous consoler un peu. Parce qu'on est en train de réfléchir comment faire pour nourrir les enfants. Ce que le gouvernement et le Conseil Café Cacao ont fait, c'est très bon. Au cours de cette remise de vivres, le représentant local du Conseil du Café Cacao et le corps préfectoral ont sensibilisé les producteurs sur les dangers des feux de brousse.
Les producteurs ont été exhortés à intégrer les comités de lutte contre les feux de brousse installés à cet effet. Les feux de brousse sont souvent causés à 90% par les actions humaines. Le bilan est positif pour la coopérative agricole Benkelément de Grand Bérébi. Elle a engrangé plus de 2 milliards de nos francs à la faveur de la dernière campagne de commercialisation. Thérèse Yoboué. Prix du coopérateur, c'est le prix que la coopérative agricole Benkelément de Grand Bérébi vient d'initier en vue de récompenser le meilleur producteur de cacao de qualité. Cette annonce a été faite au cours du bilan de la coopérative qui a fait un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de francs CFA grâce à une campagne de sensibilisation des producteurs. La coopérative prévoit la construction d'une école primaire dans le village de Ngorankro et d'un centre de santé à Kwadiokro. Un magasin d'une capacité de 200 tonnes sera aussi construit pour les coopérateurs. Les planteurs ont quant à eux exprimé des inquiétudes par rapport au changement climatique entraînant une pluviométrie capricieuse agissant négativement sur leur production. Ajoutez à cela le racket et les agressions fréquentes opérées par les coupeurs de route. Les autorités administratives et politiques ont félicité les gestionnaires et adhérents de la coopérative pour le travail accompli. Elles les ont exhortés à persévérer dans la production de qualité. Elles ont insisté afin qu'un plus grand nombre de producteurs adhèrent aux coopératives, véritable outil d'épanouissement personnel du planteur et de développement pour l'ensemble de la collectivité. Du 9 au 11 mars prochain, le Goethe Institut d'Abidjan va abriter la 2e édition du festival Signature de la danse contemporaine. Moment choisi pour rendre hommage à Henrike Gross, ex-directrice de l'Institut, décédée lors de l'attaque de Grand Bassam le 13 mars dernier. Le lancement du festival avec Issa Yeo et Abou Sanogo. Un concours de danse contemporaine pour honorer la mémoire de Henrike Grosse, ex-directrice du Goethe Institut décédée dans l'attentat à Grand Bassam le 13 mars dernier. Au lieu et place d'une minute de silence, la défunte a eu droit à 1 minute d'applaudissement du public pour saluer l'ensemble de ses actions en faveur de la culture en Côte d'Ivoire. Initié par l'association culturelle Avalanche, ce concours vise à immortaliser l'ex-directrice de l'Institut Goethe. L'objectif, c'est d'apporter un coup de main à tous ces danseurs qui crient, qui disent qu'ils ne vivent pas de leur art. On essaie quand même de leur donner le minimum qu'on peut pour pouvoir, à travers les festivals, pouvoir avoir des cachets consistants. En tant qu'acteur de la danse, il est important pour nous que nous soutenions ce type d'action parce que ça rentre dans la droite ligne de nos activités. Madame la directrice a été quelqu'un d'un grand soutien pour tous les acteurs de la danse. C'est quelqu'un qui a porté à bras le corps beaucoup d'activités culturelles au sein de notre pays. Ce concours ouvert à tous les groupes de danse contemporaine en Côte d'Ivoire va se dérouler du 9 au 11 mars 2017 à l'Institut Goethe au cours du festival Signature qui sera à sa 2e édition. 5 groupes seront retenus par un jury pour participer à cette phase. Le groupe vainqueur se verra offrir des tournées artistiques tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. À Madagascar, 2 personnes ont été tuées, 84 blessés. Une explosion a eu lieu hier dans la capitale malgache où se tenait un concert gratuit à l'occasion de la fête de l'indépendance. La gendarmerie précise que c'est une grenade qui est à l'origine de la déflagration et qualifie l'explosion d'acte terroriste. Mais pour l'heure, aucune revendication. Karim Wade a été gracié par le président Macky Sall en fin de semaine dernière. Le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade s'est envolé pour le Qatar dès sa libération. Il remercie d'ailleurs l'émirat pour son intervention. Karim Wade avait déjà purgé la moitié de sa peine de 6 ans pour enrichissement illicite. Les autorités sénégalaises insistent sur un point. Les sanctions financières et les procédures de recouvrement sont maintenues. Et c'est dans ce cadre que s'ouvre aujourd'hui à Paris une audience pénale concernant les avoirs de Karim Wade. Il s'agit de savoir si le gouvernement sénégalais peut saisir ses biens français, notamment un appartement à Paris. En Espagne, le Parti populaire a remporté les élections législatives de ce dimanche 26 juin. Le chef du
Le parti du chef du gouvernement sortant, Mariano Rajoy, a consolidé sa position avec 137 députés, 14 de plus que lors des élections de décembre. La majorité absolue de 176 sur 350 à la Chambre continue cependant à lui échapper. Un mot de sport football pour terminer. Depuis les États-Unis, l'Argentin Lionel Messi annonce sa retraite internationale après la nouvelle finale perdue en Copa América. Lionel Messi a disputé et perdu 3 finales de Copa América et celle de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il avait fait ses premiers pas avec l'Argentine il y a près de 11 ans et cumulé 112 sélections avec 55 buts marqués. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Excellent après-midi à tous.